Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition du balado de la Voix de l'accent des jeunes, le balado où on laisse la parole aux 15-29 ans de la MRC Lac-Saint-Jean pour qu'ils puissent s'exprimer sur des questions ou des enjeux qui les touchent, qui les concernent, toujours dans le respect et la bienveillance. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit rappel de ce que c'est l'Accent des jeunes. C'est un véhicule d'implication jeunesse pour inciter les jeunes, encore une fois de la MRC, à s'impliquer dans des projets, dont le balado. Puis, si jamais ça vous intéresse de vous impliquer, lâchez-nous un petit coucou, en commentaire, un message privé, quelque chose comme ça. Donc, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui est assez incontournable, assez costaud, assez important. Un sujet qui est aussi très essentiel parce que ça va être un peu une des luttes là, que notre génération va avoir à porter là, dans les prochaines années. Donc, pour ceux et celles qui l'auront deviné, là, c'est évidemment l'environnement et la lutte au changement climatique. Donc, avant de commencer, là, peut-être qu'on pourrait faire un petit tour de table, chacun pour se présenter, on est qui, notre nom, puis peut-être là, dire en quelques mots quelle place prend l'environnement dans notre vie. Fait que peut-être que je pourrais commencer là, à ma gauche. Oui, moi, bonjour, je suis content d'être là aujourd'hui. Donc, Guillaume Maltais. Donc, je suis un biologiste. Je m'implique dans l'Accent des jeunes depuis environ 4 mois. Très content de participer justement particulièrement au balado sur l'environnement, comme Léa vient de nous le dire, qui est une cause qui va être particulièrement importante pour notre génération et les générations plus jeunes pendant encore une couple de décennies, j'ai envie de dire. Bonjour à tous, je m'appelle Iva Erwan, j'ai 24 ans et je viens de France. Donc, je suis donc au Canada depuis 2 mois, puis l'Accent des jeunes depuis 2 mois aussi. Puis quelle place prend l'environnement dans ta vie? C'est une cause importante pour moi, principalement. C'est notre avenir qui est en jeu en soi. Salut tout le monde, moi c'est Charles-Étienne Paré. Moi je suis ingénieur mécanique, puis moi aussi je me suis impliqué dans l'Accent des jeunes, un peu comme Guillaume récemment, il y a peut-être 3-4 mois. Puis j'aime vraiment mon implication, j'aime participer aux différents balados, mais celui-là il me tient aussi beaucoup à cœur sur l'environnement parce que comme plein de monde, j'ai écouté plein de reportages, puis j'ai le goût d'avoir un impact, de créer une différence. Puis la différence, je pense, ça passe par chacun d'entre nous, fait que j'ai le goût que ça s'améliore puis qu'on prenne des actions concrètes pour le futur. Fait que ça revient, je pense, souvent aux générations futures, de penser à demain puis qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Là. Puis là, je boucle la boucle avec Léa qui s'est pas encore présentée, même si c'est elle qui présentait au début. C'est sûr que c'est dur à voir avec pas de vidéo, là, mais donc pour ceux et celles qui n'auront peut-être reconnu ma douce voix, moi c'est Léa. J'habite à Métabetchouan, je le dis tout le temps, je le sais, mais c'est parce que je veux que les gens comprennent que l'Accent des jeunes, c'est pas juste à Alma, c'est partout dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc si vous êtes à Métabet, à Héberville ou toutes les autres villes, là, vous pouvez participer. Puis au niveau de l'environnement, moi, ça prend quand même une grande place dans ma vie parce que, en plus d'en faire beaucoup au quotidien à ce niveau-là, je m'implique depuis longtemps là, au niveau de la lutte au changement climatique, depuis même, je dirais, depuis la fin de l'école primaire. Donc, ça en dit long là, sur combien de temps là, que c'est important pour moi, cette cause-là. Puis, j'ai participé à l'école sur tous les comités verts possibles. Puis plus tard, j'ai indirectement un peu dirigé mes études puis ma carrière à ce niveau-là parce que, j'ai fait un bac en communication politique, c'est pas direct, mais ça me donne des outils après dans la lutte là, pour être capable d'utiliser un peu ma voix pour faire des changements. J'ai même fait une formation en vulgarisation scientifique parce que je voulais avoir encore plus d'outils pour être capable d'expliquer à mon entourage puis à tout le monde un peu c'est quoi la mécanique scientifique là, qui se cache un peu derrière cette histoire-là. Puis, c'est un peu ça qui résume là, au niveau de la place que prend l'environnement dans ma vie. Je poursuivrai avec ce qui est, selon moi, le premier sujet là, auquel on devrait s'attarder pour cette conversation. Puis ce serait celui peut-être du transport, autant de nous que des biens, que des services. Je suis retournée voir la statistique là, de savoir quel pourcentage les transports là, avaient au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Puis on est toujours autour de 14% là, des émissions annuelles de GES dans le monde. Puis, on le sait, en région, des fois, au royaume du pick-up, c'est un peu difficile. Fait que je serais curieuse un peu de vous entendre, là, de votre côté, si vous avez des enjeux ou des pistes de solutions.
Ben, moi, j'allais dire, je suis quand même surpris de la statistique. Tu nous parles de 14%. Je pensais que c'était plus élevé que ça, d'après d'autres articles que j'avais lus, mais c'est sûr que oui, le transport, ça joue une énorme place. Puis il y a différentes façons de lutter contre ça, mais il y a un élément qu'on a déjà ciblé, je pense, qui est le fait que ça joue beaucoup sur le site démographique où ce qu'on est. Tu sais. On peut pas aborder le transport de la même façon dans la région versus dans une métropole. Tu sais. Fait que les moyens à mettre les pratiques à mettre en place sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Fait que tu sais, c'est sûr, on aime ça ramener ça à notre région parce que c'est plus concret pour nous. Puis tu sais, quels moyens on peut poser dans le transport. Tu sais, il y en a différents, mais on n'aura pas nécessairement le même impact à miser juste sur le transport en région que d'autres moyens qui peuvent améliorer l'environnement. Mais, tu sais, je veux laisser la place un peu aux autres aussi, mais clairement que, tu sais, on parlait d'initiatives comme Taxibus ou on parlait de peut-être faire moins de motoneige, faire moins de 4 roues en région, alors que pourtant, c'est quand même très, très récréatif en région, on le sait, puis je l'apprécie moi aussi, puis je m'en passerai pas non plus, tu sais. Moi, je pense qu'en général, les transports, tu sais, il faut en prendre puis en laisser, tu sais, il faut pas en abuser, il faut se gâter un peu, mais en essayant d'être responsable là-dedans, puis en essayant de prendre des mesures quand le plus possible pour réduire nos déplacements. Tu sais, quand tu peux te rendre en vélo, fais-le. Ou quand tu peux demander un lift à un ami, fais-le. Il y a beaucoup d'endroits pour faire du covoiturage aussi là, dans la région, comme dans différentes villes. Là. Moi, je fais beaucoup d'autoroutes, puis j'en vois différents parcs de covoiturage. Ben moi, ce que je serais curieux, en fait, c'est en retournant sur cette statistique-là, c'est de voir, en fait, c'est quoi l'évolution dans le temps, en fait, que les transports commerciaux je tiens à occupent. dire que, tu sais, la statistique, là, c'est comme la plus récente que j'ai trouvée, mais tu sais, j'ai pas rien pour 2021, puis ça m'étonnerait pas que ça ait augmenté, là, comme Charles-Étienne dit, ça m'étonnerait pas. Mais en fait, franchement, déjà, il faut réaliser quand même que 14% au niveau des GES, ça reste une portion quand même relativement importante. Moi, ce que je serais curieux de voir, en fait, c'est justement l'évolution au cours des dernières années. Je pense que j'ai l'impression que c'est probablement en augmentant. J'ai pas l'impression que c'est une statistique, surtout au niveau des transports commerciaux, qui va en diminuant. On fait juste penser à comment on consomme aujourd'hui. Combien parmi nous, en fait, consomment par Internet, par de la livraison, aussi au niveau, justement, de l'import-export. On sait qu'il y a une augmentation juste à cause, en fait, des marchés mondiaux puis du trafic, autant aérien que maritime, qui a pris beaucoup de place, maritime surtout. Le transport aérien, on dirait qu'il a pris une claque à cause du COVID. On peut en parler de ça aussi tantôt, mais... Moi, je rajoute de quoi aussi, tu sais, la pandémie, ça a eu un énorme impact aussi là, sur l'individualisme en auto. Là. Le covoiturage, ça n'a pas eu le choix de couper drastiquement pour limiter la propagation déjà de un. Puis le monde, on semble avoir aimé cette tendance-là. Puis je pense le monde on comme un peu boycotté les transports en commun si on parle dans les grands centres. Fait que tu sais, ça a comme un peu mis le break sur le mouvement environnemental au niveau du transport. Fait que tu sais, c'est de remettre ça en branle. Puis il y a du monde vis-à-vis de la COVID, eux, ils vont rester marqués puis ils sont hypocondriaques. Fait que pour eux, peut-être les transports en commun, c'est zéro puis c'est fini. Fait que, tu sais, c'est propre à chacun, tu sais, à ce moment-là. Fait que... Ben, il va clairement avoir des habitudes à revoir, là, ça c'est sûr. Puis, tu sais, on a notre réalité ici. Tu sais, là, je parle au niveau du transport de personnes, là, pas du transport de biens, là, parce que ça, c'est comme une autre catégorie à part. Oh, ouais. Mais même à ça, de ce côté-là aussi, il va falloir revoir un peu nos habitudes de consommation. Puis ben, au niveau de notre propre transport aussi, revoir un peu la relation qu'on a avec l'auto, là, parce que particulièrement au Québec, on s'entend que l'auto est pas mal reine. 2021, c'est drôle quand t'as dit royaume du pick-up. C'est l'année d'ailleurs avec le plus d'augmentation au niveau de la vente. Puis d'ailleurs, c'est une grosse polémique au niveau aussi des publicités là, avec ce qui est justement des véhicules de ce type-là. Là. Donc, va falloir qu'on revoie, comme tu dis, certaines habitudes. Oui, puis il y a même des pénuries dans les concessionnaires de pick-up, puis c'est donc difficile d'en trouver, alors que des véhicules plus petits, ça a l'air qu'on n'en manque pas, mais bon, il va falloir revoir un peu nos besoins à ce niveau-là. Moi, j'aimerais bien revenir sur les transports en commun et faire un comparatif avec la France, où beaucoup de villages ruraux sont desservis par les transports en commun. Et récemment, l'année dernière ou cette année, il y a eu un surplus de 1,2 million dans la ville d'Alma, grâce aux taxes d'habitation aussi. OK, grâce aux taxes foncières là, de la municipalité. Et ça a été investi sur les routes, mais est-ce que ça aurait été pas plus judicieux de l'investir dans les transports en commun ? Ce qui aurait préservé les routes, consommé moins
et en soi desservir le plus grand nombre. Ben vas-y, Charles-Étienne. Moi, j'allais dire, c'est parce que ça, c'est un petit sujet délicat qu'on s'est fait clarifier un peu durant les élections, là, mais c'est pas parce qu'il y a eu un départ, des coûts, mettons un bonus, là, tu sais, c'était 1,2 million là, en fait, là, c'est parce qu'il y a des prévisions qui étaient faites. On se les fait expliquer par différents représentants, puis faut pas nécessairement comme assumer que c'est un surplus qui va toujours être là. Il y a beaucoup de raisons pourquoi il y a un surplus à cause de la COVID, entre autres, par rapport à des planifications initiales. Mais le point que tu mentionnes, oui, ce qui est bon de dire, c'est ça, c'est dans quoi on investit, dans quoi les municipalités investissent. Tu sais, y a-t-il une place pour l'environnement dans ces investissements-là? Puis clairement, il va falloir aussi repenser un peu comment on planifie nos villes au niveau de l'urbanisme. Là, présentement, les villes sont comme construites par rapport à l'auto. On fait des rues larges, puis des voies, puis des nouvelles voies, puis des autoroutes. Mais tu sais, à un moment donné, il va peut-être falloir penser un peu plus à planifier ça en fonction de peut-être ajouter plus de pistes cyclables ou plus de trottoirs pour inciter les gens aussi à utiliser ces autres moyens de transport-là. Parce que si tu arrives à quelque part et tu n'as pas de trottoir ou que c'est pas sécuritaire pour te promener en vélo, c'est sûr que tu ne voudras pas te promener comme ça. Fait qu'il va y avoir tout ça aussi à réfléchir là, au niveau du transport. Ben, c'est sûr que quand on parle de vélo, qu'on parle justement d'accessibilité à pied, c'est des remaniements qui peuvent être plus accessibles ou plus faciles à réaliser dans des grandes métropoles comme Montréal, Québec ou dans des plus grandes villes que ça aux États-Unis ou dans d'autres parties du Canada ou peu importe où, tu sais. Mais ces remaniements-là, justement, qu'on a en zone rurale, me semblent plus compliqués. Qu'on parle de pistes cyclables, on peut parler de la véloroute des Bleuets, oui, mais c'est pas tout le monde qui veut se taper Alma Dolbeau en vélo, tu sais. L'hiver, surtout l'hiver. C'est difficile. Donc, ou tu sais, même à plus courte distance, c'est pas tout le monde encore qui va vouloir faire Alma-Saint-Gédéon non plus à vélo. Même si c'est quand même relativement proche, c'est pas tout le monde qui veut le faire. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'allais dire, c'est peut-être qu'il va falloir trouver ce que j'appelle des solutions de cocktail de transport. Que, OK, si tu habites à Saint-Gédéon, tu as déplacé à Alma, tu sais, peut-être que le vélo, c'est pas réaliste, mais que tu pourrais réfléchir à ce moment-là au covoiturage. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire des navettes entre les villes. Puis pour ceux qui habitent à Alma, puis que les services ou que leur travail est plus accessible à pied ou en vélo, mais à ce moment-là, eux, ils pourraient privilégier le vélo. Puis ben, quand ils ont à sortir de la ville, encore là, covoiturage, service d'autopartage, navette. Il y a certainement d'autres solutions, justement, ce type de solutions-là qui sont plus accessibles, par exemple, pour des villes comme Alma, donc en région. Le covoiturage, justement, c'est je pense, un des moyens qui tu sais, on peut faire, par exemple, on en avait parlé un petit peu déjà entre nous, au niveau de ce qui se faisait, par exemple, dans des pays nordiques comme la Norvège ou la Suède, des parcs automobiles, en fait, qui sont disponibles un peu à tout le monde, auxquels tu t'abonnes, puis que tu peux aller emprunter cette auto-là pour une telle durée, puis après ça, la ramener, donc, au parc commun. C'est un partage de véhicules qui fait en sorte qu'au lieu que tout le monde ait son propre véhicule, ben au moins, justement, le même véhicule est capable de desservir plusieurs personnes, donc au niveau, justement... C'est pas juste dans les pays nordiques, ça, c'est déjà en place, là, à Montréal. Oui, aussi, c'est vrai. Écoute, moi, j'ai déjà vu dans l'État de New York une voiture comme une auto. Donc, que quelqu'un avait loué à Montréal puis qu'il avait utilisé pour aller faire de la randonnée dans l'État de New York. Je sais pas s'il a le droit au niveau des conditions, là, ça c'est à voir. Mais on a été pas mal étonnés. Puis j'imagine qu'après, il a ramené sa voiture. Puis il avait juste besoin de l'auto de ce week-end-là. Puis il l'a utilisé. Puis c'était parfait. Hein. Parlant de transport, je serais curieuse de vous entendre au niveau de l'électrification des transports. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ça? Je sais qu'au Québec, on nous présente ça comme si c'était la solution, le miracle, là, mais peut-être qu'il y a des nuances à apporter. Ah, il y a certainement des nuances à apporter. En tout cas, moi, de mon côté, juste au niveau de la... Bon, je pense que on peut parler, oui, si on parle des GES, parce que c'est ce qui est le plus... On dirait que c'est... Pas envie d'amener ça de même, un peu la nouvelle propagande verte que les médias, en fait, utilisent. Là. On a juste le mot GES au bout des lèvres. Il faut quand même réaliser qu'il y a d'autres impacts environnementaux aussi à travers ce qu'on peut réaliser au niveau des technologies vertes. Le cycle de vie. Ben, il y a le cycle de vie, puis après ça, il y a aussi le type de ressources qu'on a besoin pour fabriquer les batteries qui sont nécessaires à alimenter les autos électriques. C'est des batteries souvent qui nécessitent beaucoup de terres rares. Je pense que Charles-Étienne t'en est conscient de ça. Ces terres rares-là sont souvent exploitées dans des pays comme la Chine ou comme l'Afrique. Les réglementations environnementales sont plus ou moins serrées puis plus ou moins respectées. Ça fait de la contamination de milieux humides puis aussi de sol qui est incroyable. On parle de doses excessivement toxiques. Donc, on abîme énormément de milieux naturels. De remplacer entièrement le parc automobile du jour au lendemain pour un parc électrique, ça semble intéressant sur certains points de vue, mais je pense qu'il va falloir être prudent parce qu'on peut faire peut-être d'autres dégâts aussi. Là.
Ouais, ben souvent, c'est la disposition des matériaux par après, tu sais. Déjà, tu sais, si on prend juste l'automobile standard, tu sais, il y a combien de fourrières, il y a combien de véhicules, il y a combien de tonnes de ferraille qui finit. Puis, tu sais, moi, dans le cadre de ma job, là, récemment, j'ai des formations sur le recyclage aluminium parce qu'on travaille beaucoup dans ce secteur-là. Puis, tu sais, je vois un peu les complexités qu'il y a même à traiter de l'aluminium, là. Tu sais, il y a différents alliages, puis tu peux pas nécessairement mélanger n'importe quoi, n'importe comment, tu sais. Puis il y a des choses qui sont plus dures à processer, puis les véhicules automobiles, ça en fait partie, tu sais, des particularités. Tu sais, c'est difficile à processer parce qu'il y a de la peinture dessus, il y a tout plein d'autres éléments autres que de l'aluminium dans la structure. Fait qu'on peut, tu sais, c'est pas ce qui est le plus avantageux économiquement pour une entreprise. Fait que, tu sais, ça, c'est souvent de quoi qui limite l'aspect environnemental. Tu sais, c'est quoi le gain financier que je peux avoir à acheter de quoi qui est scrap pas cher pour le transformer puis redonner de la valeur. Moi, ça m'amène un peu à parler de l'impact un peu, tu sais, c'est de la notion de rentabilité dans les entreprises qui est uniquement toujours monétaire, puis souvent, il n'y a pas assez de critères environnementaux, tu sais. Ça, parce que les actionnaires d'une compagnie ont toujours besoin d'avoir un gain, une amélioration financière. C'est ça qui les satisfont, mais pourquoi on n'ajouterait pas dans les critères de performance annuelle d'une compagnie un facteur environnemental d'un point de vue, penser au produit, comment le cycle de vie du produit est impacté, penser l'impact de ce qu'on crée sur l'environnement. Tu sais, on devrait pouvoir grader ça, peut-être avec la taxe carbone à un certain point, tu sais, mais ça va être important qu'il y ait une gradation au niveau justement des véhicules électriques. Puis une autre chose, donc en dehors des batteries, en dehors du cycle de vie puis de la matière qui va devoir être nécessaire pour la construction de ce parc automobile-là, il y a aussi comment l'électricité est produite. Au Québec, c'est facile d'amener ça comme la solution miracle parce qu'on a de l'hydroélectricité qui est donc vendue évidemment comme une électricité propre. Elle n'a pas toujours été. Elle a eu un impact environnemental qui s'est amenuisé dans le temps. Mais dans certains pays, c'est pas le cas. Ben oui, dans certains exemple, pays, c'est nucléaire, c'est charbon. C'est nucléaire, mais même, puis quand on dit charbon, justement, des centrales au charbon, on va tout de suite penser à des pays en voie de développement. Mais il faut réaliser qu'aux États-Unis, en Allemagne, dans plusieurs pays d'Europe encore, il y a encore une bonne partie de leur électricité qui est produite encore par centrale au charbon. Donc, est-ce que l'auto électrique qui se recharge puis qui utilise de l'électricité qui est faite par une centrale au charbon a un impact environnemental qui est si moins important qu'une voiture à moteur à explosion? Ben, je lis le chiffre, en fait, parce que j'avais déjà fait la petite recherche de la voiture électrique. Là, c'est comme un des sujets qui m'intéresse bien. Ça paraît que Léa est vraiment activiste là-dedans. C'est mon côté un peu de nerd. l'expérience. Donc, en fait, là, au Québec, donc avec notre hydroélectricité, alimenter une voiture à l'électricité, ça pourrait réduire son impact environnemental de 40 %. Au Québec, donc, par c'est rapport bon, à l'utilisation d'une voiture électrique dans un pays dont l'électricité est faite au charbon. Fait que, tu sais, au Québec, la voiture électrique, c'est intéressant au niveau de son cycle de vie complet. Mais, tu sais, avec certaines nuances, puis, il faut que la voiture électrique, tu l'utilises longtemps. Faut pas qu'à chaque 2 ans, tu changes, parce que là, à chaque 2 ans, il faut en produire une nouvelle, puis là, ben là, ça, c'est pas durable. Fait que, tu sais, l'auto électrique, une solution, mais vraiment pas la solution. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je reviens à mon terme du cocktail transport, là, que j'aime bien, là. Mais il va falloir mélanger un peu, là. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir revoir nos habitudes au niveau du transport, puis être prêt à faire des sacrifices, puis des concessions, là. Puis se dire, OK, peut-être que l'été, je peux utiliser plus mon vélo. L'hiver, c'est plus difficile. Ah, mais peut-être que je vais être capable de covoiturer avec quelqu'un, puis... J'aime ça ce que tu as dit, tu sais, justement, pas en acheter à tous les 2 ans. Ouais. Comme ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, il va falloir remanier aussi certaines habitudes de consommation. Moi, c'est le ça marché que automobile, c'est un marché qui aime justement être tout le temps en mode vente. Tu sais, le nouveau modèle, cette année, c'est le modèle 2022. Le 2023, il y a telle option de plus. Mais... C'est une mentalité qui s'appliquerait mal, je trouve, justement, à un remaniement du parc automobile en le transformant dans un secteur électrique. C'est quelque chose qui a un but qui est vert, qui est durable. C'est quelque chose qui s'associe mal à notre système de consommation, justement. Ben justement, vas-y, Erwan. Après, c'est pas quelque chose qui est forcément lié qu'au secteur de l'automobile. On voit aussi ça avec les smartphones et avec toute notre société de consommation en soi. Oh, oui, en général. Ouais, Après, pour en revenir sur les voitures électriques, pour que, en termes de coût de matériaux, ça soit rentable, il faudrait qu'elles tiennent 10 ans
environ. Quand même, je veux dire, peut-être quelques-uns d'entre nous, là, mais est-ce que tout le monde est capable de dire qu'ils sont capables de faire vivre leur voiture 10 ans? Je lance la question, je veux pas nécessairement Moi, de je suis réponse. capable. C'est ça. T'attendais pas de réponse, mais tu sais, moi, je te dis personnellement, oui, moi, c'est parce que c'est de quoi qui me tient à cœur. Puis c'est ça, tu sais, c'est exactement ce que j'allais dire, qu'Erwan a dit. Puis au final, là, c'est de repenser notre relation à la consommation. Puis tant qu'à moi, ça a beaucoup plus d'impact, ça, la consommation générale, que juste le fait de penser, faire du covoiturage et tout. Tu sais, ça, c'est la deuxième étape pour un consommateur. Le monde qui font du covoiturage, c'est du monde qui se sent déjà concerné. Mais à la base, là, c'est de changer l'habitude du monde, de toujours changer, de reconsommer. Puis ça, on parle pas juste d'auto, on parle de tout. Là, en parlant d'auto, ça amène le fait que, tu sais, il y a tellement de pression sur de toutes les entreprises pour vendre à chaque année. Ça ramène toujours au fait que il y a des critères économiques de vente plutôt que d'avoir des critères d'impact, de durabilité du produit. Puis ça existait avant dans les anciens produits qu'on fabriquait autrefois. Ben on dit autrefois. Il y a peut-être 20, 25 ans. On le vendait solide. On le vendait pour Ouais. durer, tu sais. Puis oui, c'était pas optimal en termes de poids, puis de, tu sais, ils mettaient ça plus rough, là, plus grossier. Mais, tu sais, c'est quoi le meilleur exemple d'une laveuse ou d'une sécheuse qui a 25 ans, qui t'offre encore, qui fait encore la job? Puis théoriquement, c'est ça, il y avait pas d'électronique à ce moment-là. Il y avait moins d'obsolescence programmée. Mais tout ça, là, on dirait que c'est parti, puis il faut que ça revienne. Puis on commence à en parler de plus en plus de ramener cette conscience-là vers faire la fabrication de produits qui vont durer dans le temps. Mais là, c'est pas toutes les compagnies, puis sur la planète, on n'est pas encore tout aligné là-dessus. Là. Fait qu'il y a un gros problème de production à tout prix, parce que c'est le modèle d'affaires économique qui drive tout ça. Puis ça, c'est énormément dur à changer. Je sais même pas par où partir nécessairement, parce que c'est une grosse machine qui Il existe un truc, là, c'est les 3 ou les 4 heures. Là, je me rappelle jamais il y a combien d'heures, là, mais tu sais, réduire, réutiliser, réparer. Je pense que recycler rentre là-dedans. C'est pas la tune de Michael Jackson, ça? Je pense que c'est les 4 heures. Ouais. C'est les 4 heures. Mais tu sais, 1, réduire notre consommation. 2, réutiliser ce qu'on peut réutiliser. Fait que, tu sais, évidemment, quand tu consommes, tu essaies de penser, ce produit-là, je veux être capable de réutiliser après. Réparer. Puis là, ben, ça implique peut-être de réapprendre un peu, tu sais, toutes ces... on parle du cours d'économie. Qui ici, ses parents ont eu le cours d'économie familiale à l'école, là, qui faisait un petit peu de couture ou... fait que, tu sais... Jamais. Ces petits gestes de base-là, que, tu sais, ça a l'air tannant parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'ancien temps, mais que, tu sais, repriser un petit vêtement ou réparer, justement, là, ta laveuse, ta sécheuse, là, peut-être que t'es capable de la réparer facilement, tu sais. Puis, ben, recycler, si tu peux pas le réutiliser, ben, tu le recycles. Puis après ça, ben, au niveau de l'industrie, eux, ils sont tout, il y a beaucoup d'entreprises puis d'industries qui cherchent des moyens pour recycler, réutiliser des matières, faire l'économie circulaire. Ben, quelques-unes, là, quand même. Parce que moi, je pense qu'il n'y en a pas nécessairement beaucoup, mais tranquillement, tu sais, il y a des lois qui sont mises en place. Puis ça, c'est la responsabilité du gouvernement, des gouvernements en général. Puis j'ai vu passer une loi récemment, justement, qui parle exactement... Mettons, je pense que c'est le gouvernement Trudeau qui voulait passer une loi prochainement ou qui va être en vigueur prochainement pour donner la responsabilité ou l'imputabilité aux entreprises d'avoir à penser au cycle de vie de leurs produits pour toute la gestion de l'emballage, mais aussi, c'est ça, là, je sais pas si on parle plus de produits de consommation courante ou des produits plus d'un point de vue mécanique. Tu sais, si on parle de bouffe puis de biens physiques, c'est pas tout à fait pareil, je pense, là, mais déjà, moi, je suis content de savoir qu'il y a une loi qui se met en branle pour donner plus de responsabilités auprès des compagnies. Puis ça aurait dû l'être déjà fait avant. Mais bon, ça sert à rien de chialer sur ce qui s'est fait. Genre, ben, proposons des idées, puis soyons contents de ce qui commence à se faire là, même si c'est un peu alarmant, même si c'est un peu tard, tu sais, mais bon. Puis, ben, il existe quand même, je tiens à souligner, il existe quand même déjà des petites initiatives dans la région à ce niveau-là. Là, je pense à la quincaillerie Réemploi Plus qui a ouvert il y a pas longtemps. Justement, eux autres, ils ont comme vu l'espèce de potentiel qu'il y avait dans les écocentres avec toutes les matières, puis les objets, les outils que les gens y ramenaient,
qui était encore en bon état ou qui demandait, juste pas beaucoup là, de petites réparations, juste pour le remettre en état, puis qui se retrouvaient aux poubelles, donc qui ont pris l'initiative de créer une chaîne dans la région pour récupérer ces matières-là, les vendre à la quincaillerie à moindre coût. Ça n'a pas de sens comment c'est pas cher. Puis c'est un peu comme une friperie de la quincaillerie, puis tu trouves plein d'affaires. Fait que ça, c'est une initiative qui est vraiment le fun. Puis au niveau des ressources naturelles aussi, là, il existe des initiatives, par exemple le biocharbon, là, qui est du charbon fait à partir de matière végétale, là, qui D'ailleurs, un beau projet sur lequel on a eu la chance de travailler un petit peu les trois, là, Charles-Étienne, moi et Léa. on se connaît un petit peu. C'est là qu'on s'est connus. Mais, ça aussi, c'est des exemples de, comment que l'industrie forestière ou l'industrie agricole pourrait embarquer dans une espèce de roue, une économie circulaire pour réutiliser les résidus, les transformer en autre chose. Fait que, il existe des initiatives intéressantes, puis ça serait le fun qu'ils soient mises en plan, peut-être plus financées aussi, là. Ouais, donc là, on est rendu dans l'optimisation des ressources au final, vraiment. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas le choix de faire de toute récupération façon. et optimisation, c'est ça. Ouais, en fait... Les résidus, c'est ça, exact, réutiliser les résidus. Mais comme tu le disais, il va falloir surmonter certains défis, autant en ingénierie aussi que, après, dans les procédés aussi chimiques industriels, là, pour la réutilisation, le recyclage de certaines ressources. C'est pas toujours facile, comme tu l'as dit, surtout au niveau des métaux, alliage. Mais, c'est toutes des choses qu'il va falloir revérifier. Mais des entreprises, justement, comme Réemploi Plus, puis à Montréal aussi, il y a une sorte de bibliothèque, je pense, d'outils là, qui a ouvert, dans le fond, où il y a certains dons de vieux outils ou de vieux appareils qui sont amenés là, sont réparés ou sont juste entretenus comme il faut, puis sont arrêtés. C'est des endroits aussi où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent t'apprendre à utiliser ces outils-là. Puis, je pense que c'est important que, il va falloir peut-être revenir un peu à un petit apprentissage manuel, là, la base. Là. Mais j'aime bien ce que tu dis. En fait, il va falloir peut-être même, en dehors de ça, revenir à un peu plus de collaboration. Oui. Une société qui est plus proche, en fait. Ouais. Moi, genre, il y a de quoi qui me frustre, c'est pourquoi tout le monde a besoin d'avoir sa propre tondeuse alors que t'en passes une fois à la semaine, dans le pire des cas. C'est pas nécessaire de la passer, là, je tiens à le dire. OK, ouais, ça, c'est un autre sujet, mais oui, mais dans un sens, c'est le partage des tu sais, ça montre à quel point on est individualiste dans nos habitudes, puis on a le goût d'avoir nos propres affaires parce que tu fais pas confiance à l'autre. Mais tu sais, pourtant, réalise que quand tu achètes quelque chose, tu vas splitter le coût, puis les réparations, tu splittes le coût aussi, ou l'entretien, tu sais. Puis moi, je suis vraiment beaucoup sensibilisé à ce que tu as dit sur la réparation et tout. Moi, je suis quelqu'un de curieux, puis j'aime ça taponner, gosser. Fait que moi c'est peut-être un petit rêve que j'ai là, de pouvoir... tu sais, qu'il y a des initiatives qui se développent là, pour peut-être m'impliquer moi-même là-dedans, là, mais des initiatives pour réparer des choses. Tu sais, ça n'existe pas encore, à part le Réemploi Plus, c'est un super beau véhicule pour ça, mais c'est pas nécessairement de la réparation complexe. Là, on parle de plus en surface, des outils, des morceaux de bois récupérés, tout plein de choses, mais d'un point de vue plus mécanique, là, il y a tellement de choses qu'on a chez nous que quand ils brisent, on a tout de suite le réflexe de le jeter plutôt que de penser le réparer. Je donne l'exemple, j'ai eu un problème avec mon toaster chez nous à l'hiver dernier, puis j'ai ouvert le toaster, j'ai patenté une solution, puis je l'ai réparé, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui a ces connaissances-là non plus, tu sais. Je veux dire, toi, non, mais c'est la curiosité un peu aussi, ouais. Ouais, ça prend peut-être une certaine curiosité, mais moi, je pense que si je joue mon toaster puis j'essaie de commencer à jouer dedans, je vais le casser. C'est tout ce qui va arriver. Je vais faire pire que bien. En tout cas, si tu ouvres ton toaster, assure-toi qu'il est pas plugué dans le mur. Je vais m'électrocuter si je joue mon toaster. On a parlé pas mal d'habitudes, puis j'aimerais qu'on parle d'une autre habitude qui est, selon moi, quand même assez importante là, pour cet enjeu-là. C'est celle de l'achat local. Puis je parle autant d'alimentation que d'achat local, tu sais, au niveau même des biens, des services. C'est un secteur qui est en dépérissement, le local. Ben oui, puis tu sais, on le voit, là, les centres-villes qui se dévitalisent, puis coudonc, on aimerait bien ça sortir réellement le soir, la semaine, mais il n'y a pas grand-chose. Puis, mais pourtant, tu sais, je veux dire, on habite en région. Au niveau de l'alimentation, je veux dire, on est à proximité des agriculteurs, là. On passe devant leurs champs pas mal à chaque jour, là, pour ceux qui se déplacent en voiture. Vous autres, est-ce que, tu sais, qu'est-ce que vous verriez à ce niveau-là? Est-ce que vous avez vu des initiatives? Moi, par exemple, là, cet été, j'ai vraiment aimé m'abonner à des paniers bio
À Métabetchouan, il y a la ferme Merci la Terre, puis t'as des paniers, puis t'as beaucoup de légumes, puis ça, c'est le fun. Ben, à Montréal, par exemple, il y a les fermes Loufa, ou même d'autres entreprises comme les Serres au dos blanc, avec qui j'ai collaboré un tout petit peu très rapidement à Montréal avec le Cégep Saint-Laurent. C'est des initiatives justement donc d'agriculture urbaine, des choses comme ça, qui fournissent justement, même en milieu urbain, et qui sont peut-être pas forcément proches comme nous d'agriculteurs, en fait, des paniers de produits frais, bio, qui sont faits justement à proximité des consommateurs, donc qui n'ont pas besoin de beaucoup de transport, et ainsi de suite. C'est des initiatives qui sont intéressantes. Ça peut fonctionner, mais bon, après, je suis pas expert au niveau d'à quel point un agriculteur est capable de te fournir, parce que bon, pendant les périodes froides, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pour les produits frais encore? Même à Alma, tu sais, les agriculteurs ici, est-ce qu'ils vont être capables de te fournir une tomate? Ça va prendre quand même des... Les serres toundra fournissent Ça va bien prendre des des serres, mais c'est ça, tu sais, ça va te prendre des serres. Donc, bon, au niveau de la production, justement, il va falloir qu'on pense justement à y aller plus à l'année également, tu sais, donc augmenter le nombre de serres. Puis à Montréal, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, les fermes Loufa sont en expansion. Il y a différentes initiatives, justement, qui prennent de l'importance puis de l'ampleur pour revaloriser, justement, au niveau de l'alimentation locale, surtout en produits plus végétaux, là. Mais je pense que ça va être des problématiques puis des enjeux importants à développer, puis justement, qui vont embarquer, je pense, dans le remaniement de l'urbanisme. Qu'on parlait justement à Montréal, je pense que ça va être important de s'assurer qu'il y a des zones, également pas juste d'agriculture urbaine sur toit d'entreprise, mais aussi qu'il y a des, peut-être qu'on parlait de ramener le communautaire, ben réencourager les gens aussi peut-être à faire des cultures de jardins communautaires, à faire du partage, tu sais, de ressources comme ça se fait aussi, tu sais. Parfois les gens ils se disent ouais mais j'ai pas le temps de m'occuper d'un jardin, mais si t'es pas tout seul à t'en occuper, c'est plus facile aussi, tu sais. On parle souvent des fameux fleurons allemands, là. On est donc fiers des fleurons. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'intégrer un petit peu d'agriculture urbaine là-dedans, faire des plates-bandes comestibles? Puis, exact. Tu sais, à Alma, c'est un bel exemple sur la rue. Je ne sais même plus sur laquelle rue on est, mais on est sur la rue où il y a le Carrefour Jeunesse Emploi où on se trouve. Fait que sur cette rue-là, durant l'été, là, il y a vraiment des belles plates-bandes avec de la bête à carde, avec du kale. Des fois, j'ai déjà vu des bleuets. Fait que, tu sais, il y a... moi, je trouve ça le fun de voir ça en place, mais en général, tu le présentes à des citoyens, puis eux, ils se sont même pas rendus compte pour te montrer un peu que le monde sont pas nécessairement à proximité de l'agriculture. Le monde sont pas conscients de qu'est-ce qui est une plante comestible ou pas, tu sais, Mais de toute façon, pour la majorité des gens, le bleuet, c'est la petite boule bleue qui vient dans un cup en plastique. C'est une problématique. Peut-être moins en région, peut-être moins au Lac-Saint-Jean, surtout peut-être plus chez les personnes d'un certain âge. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus proches encore. Tu sais, comme, mettons, mon père, c'est quoi un bleuet, là, mais tu sais, nos parents, ils passaient beaucoup plus de temps que les gens de notre âge, parfois, le font dans la forêt. Même si en région, il y a quand même beaucoup de monde qui font justement du skidoo, du 4 roues, du plein air. Mais à Montréal, un bleuet, c'est une petite boule bleue qui est dans un cup de plastique. Qui est immense, là. Les c'est bleuets de la Californie et de toute façon, immenses. c'est ça. Et de toute façon, ça ne vient même pas d'ici. Alors que le bleuet, pourtant, on en a en abondance en puis on forêt en fait boréale. congeler, il y a des usines de congélation. Et donc, quand on parlait justement du local, il va falloir reparler du fait qu'actuellement, ce qui a le plus d'importance au niveau de l'alimentation, ça reste encore les marchés internationaux. Ça, c'est une grosse problématique au niveau de l'environnement aussi, là. Il va vraiment falloir se réapproprier les produits qu'on est capable de faire pousser ici. Pas juste en serre, on a énormément de petits fruits qu'on pourrait faire pousser amplement en abondance pour subvenir aux besoins en fait de l'alimentation québécoise, tu sais. Mais là, en fait, c'est qu'on joue à contre-courant aussi des marchés mondiaux. Si on commence à faire du protectionnisme comme ça, puis qu'on fait juste nous-mêmes subvenir à nos propres besoins sans participer justement à l'import-export, mais là, on va se ramasser peut-être avec des conséquences au niveau aussi après ça des marchés internationaux, puis comment après ça on a une interaction avec certains exportateurs de certains produits. Donc, après ça, nous, on veut exporter du bois, ouais, mais tu veux plus importer nos bleuets, tu sais. Fait c'est une game qui se joue des deux sens. Donc, si on commence à la jouer trop serrée en revalorisant le local d'un coup complètement, on peut se ramasser avec des conséquences. Donc, c'est un jeu qui est compliqué à jouer, la revalorisation du secteur local. Ouais. Exact. Non. Puis, je pense qu'il va aussi falloir se réapproprier un peu nos produits d'ici. Puis quand je dis ça, je parle par exemple de la pomme, que je me rappelle plus, il existe combien de sortes de pommes, là, de types de pommes, mais qu'à l'épicerie, dans le fond, ils nous en vendent comme maximum 4. 5, ouais. 5 maximum, alors que, j'écoute, j'ai pas de chiffre, mais tu sais qu'il existe peut-être 25 sortes de pommes. Même chose pour la tomate.
On est habitué aux tomates cerises, aux tomates rouges, mais il existe des sortes de tomates ancestrales qu'on faisait pousser ici à une certaine époque, puis que là, au fil de la sélection, justement, du marché mondial, c'est telle saveur, telle sorte qui a été génétiquement sélectionnée. Puis ça fait qu'il y a plein de fruits, puis de légumes, puis de plantes qui se perdent un peu de notre patrimoine alimentaire, puis qu'on se retrouve à manger toujours les mêmes 10 légumes maximum. Bon, on perd une diversité génétique au niveau de nos produits, c'est sûr. Et oui, c'est un véritable fléau. Par exemple, on pourrait parler des bananes, où, par exemple, il y a dans les années 50, je crois, où il n'y avait qu'une seule espèce de banane, et donc un parasite s'est introduit dans ces espèces, ce qui a fait que toute la consommation de bananes, production, a été mise à zéro, et ils ont dû créer une nouvelle espèce pour pouvoir avoir de nouvelles bananes. Donc, il y a un risque par rapport à ce qu'on appelle les monocultures, là. Le fait qu'on Ouais, cultive la même plante sur tel kilomètre carré, puis que si jamais il y a une bébite, un feu, quelque chose, ben, joup! Mais c'est aussi en fait que on aime bien. J'ai l'impression que, tu sais, comme. On revient aux tomates. Les gens aiment beaucoup avoir une tomate rouge, ronde, mais, tu sais, quand même d'un certain volume. Mais c'est des tomates souvent, tu sais, qui sont gorgées d'eau puis qui ont une consommation d'eau qui est importante. C'est pas toujours des cultures qui sont faciles à entretenir. Puis c'est peut-être pas les tomates les plus savoureuses, j'aurais Ou les plus tendance à dire aussi. nutritives. Mais non, pas parce qu'ils sont c'est gorgés ça, d'eau au qu'ils niveau sont du nécessairement goût. Mais plus exactement, goûteuses, tu sais, tu peux perdre des goûts. Quand on vient à la France, je sais qu'il y a des producteurs maraîchers qui ont recommencé justement à faire de la tomate maraîchère. C'est des tomates, donc c'est des vieilles semences qui ont été récupérées puis qui ont été qu'on a recommencé à réimplanter. On se ramasse avec des tomates qui sont moins belles, un peu déformées, qui ont l'air un peu plus rachitiques, plus petites, mais qui sont très goûteuses, qui ont une consommation d'eau qui est infiniment plus inférieure à ce qu'on est habitué de manger. Ça marche très, très bien. Je veux dire, dans un contexte, en plus, où on va avoir des problèmes avec notre climat, où les averses vont devenir de moins en moins, prévisibles. L'apport en eau pourrait diminuer, ainsi de suite. Les cultures vont devoir être remaniées, c'est certain. Là. Ouais, puis ça, les graines ancestrales, là, comme Léa l'a dit, puis que moi j'avais déjà entendu parler, c'est ça, il y a de plus en plus de maraîchers qui recommencent à les réutiliser. Puis c'est important parce que souvent, c'est des semences qui sont capables de mieux persévérer dans des environnements nocifs ou des environnements agressifs. Je sais pas, ils ont peut-être même des particularités autres, même au niveau du goût et tout, là. Puis tu vois, ce que tu dis un peu sur ce que tu disais, Guillaume, sur les tomates, admettons, imparfaites et tout, moi, ça me fait beaucoup penser à Maxi avec ses sacs de poivrons parfaitement imparfaits. Puis moi, genre, j'ose jamais, tu sais, j'ose tout le temps acheter ces sacs-là parce que je trouve ça le fun, je trouve ça concret, tu sais. Que c'est normal, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait des produits qui ont des drôles de formes. Quand tu fais pousser des légumes dans un potager, tu le vois à quel point tu as des poivrons bizarres, comme les poivrons, c'est un des meilleurs exemples. Des concombres bizarres aussi, tu peux en avoir de toutes sortes. Des tomates aussi. Hein, ça, c'est de changer ça dans la tête du monde, surtout du monde qui sont habitués, qui ont toujours eu accès à l'épicerie. T'sais, ça, c'est un peu outrageant quasiment de se dire que quelqu'un rentre dans l'épicerie puis se dit, la nourriture est toujours là à l'épicerie, elle va toujours être là. Puis quelqu'un qui a toujours grandi là-dedans, qui a été élevé avec des bananes à l'épicerie, des kiwis, toute la diversité qu'il y a dans le monde, pour lui, il prend un peu pour acquis que tout va être là, tout va toujours être là. Puis peut-être que dans sa tête, ça pousse même au Québec, ce qui n'est pas le cas. Fait que oui, c'est important de faire conscientiser le monde au fait que, justement, on est quand même chanceux de pouvoir manger un fruit qui vient d'ailleurs. Ça a un coût de le faire. Puis de miser sur le fait de manger des aliments qui sont vraiment de saison. Puis ça, il n'y a peut-être pas assez d'emphase qui est mis là-dessus. Je dis pas que tous les légumes de saison ou les fruits de saison sont nécessairement bons. On a tous nos goûts puis nos préférences, mais c'est important de s'approprier les produits qu'on a, les aliments qu'on a locaux. Il faut s'y approprier, puis les redécouvrir des fois. Parce que, l'épicerie sera pas toujours là. Il y a une mode chez les cuisiniers au Québec, justement, de faire encore des plats de saison, se réapproprier des produits qui sont locaux. C'est une mode qui vient avec, justement, je pense, l'engouement pour l'environnement. Peut-être expliquer vite les légumes de saison, les fruits, les légumes de saison. Dans le fond, c'est de choisir des fruits et des légumes qui sont
disponibles au moment que tu les achètes. Je pense par exemple aux patates. Au Québec, des patates, on est capable d'en avoir à l'année parce que c'est un... En tout cas, Ça pousse sous on terre. se dira fait que, si c'est un légume ou un féculent ou un tubercule, là. C'est un tubercule. Mais, tu sais, c'est disponible. C'est disponible à l'année. Fait que, tu sais, c'est facile de faire des repas avec des patates à l'année. Tandis qu'il y a d'autres fruits ou légumes. Par exemple, l'automne, on le sait, c'est le temps des légumes racines, puis des citrouilles, puis des courges. Fait qu'on en profite pendant l'automne pour faire des repas avec ces aliments-là. Puis peut-être aussi faire des conserves gelées, des aliments pour en avoir à l'année. Moi, par exemple, à la fin de l'été, je ramasse tous les petits fruits, puis je les congèle pour en avoir tout l'hiver dans mon congélateur. Donc, tout l'hiver, je suis capable d'avoir des mûres, des framboises, des fraises, des cerises du Québec que j'ai cueillies ou achetées au marché. Puis que, tu sais, je vais avoir cet apport-là en vitamines là, tout l'hiver. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut dire un peu là, par alimentation de saison aussi, là. Écoutez, je pense que le grand mot de tout ça, là, c'est pas mal qu'il va falloir changer nos habitudes. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Ben ça, oui, certainement, en tout cas pour les deux gros sujets qu'on a parlé, là, le transport, puis en fait, plusieurs sujets qu'on a parlé, là, mais pour ce qu'on a parlé, c'est clairement ça, là. Un changement d'habitude puis de paradigme. Est-ce que vous avez une espèce de résolution ou d'initiative ou une idée que vous aimeriez changer dans votre vie, que vous dites, OK, 2022, là, c'est l'année pour faire quelque chose là, dans ma lutte au changement climatique, réduire mes déchets, changer mon alimentation, revoir mes transports? Tu vois, c'est toujours embêtant. C'est parce que là, moi, ça m'amène à parler un peu de l'impact individuel versus l'impact au niveau d'une ville, d'une société. Oui, il faut que ça passe par un changement individuel à la base, mais il y a tellement des changements qu'il faut qu'ils soient faits d'un point de vue plus gros, d'un point de vue national, d'un point de vue d'un pays, des différents pays en soi. Fait que individuellement, je te dirais, j'ai déjà essayé des choses comme, de réduire ma consommation de viande énormément parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la consommation de viande, ça a un énorme impact aussi. J'ai fait différentes choses. Je pense que le plus gros que j'ai fait, c'est de devenir un peu plus végé, mais je me rendais compte que pour moi-même, c'était dur à soutenir de façon à long terme. Fait que j'ai préféré plus opter pour un peu ce qu'on appelle un flexitarian. Flexitarien, ouais. Puis ça représente un peu, juste diminuer sa consommation pour être plus équilibré, puis manger un peu plus que l'homme de Cro-Magnon faisait. Il récupérait beaucoup plus de fruits ou de légumes. Il mangeait surtout de ça, puis la viande, c'était comme un peu un trophée. Là. Quand il avait la chance. C'était la chasse, c'était la chance, les qualités de chasseur. Fait que tu l'avais pas nécessairement à tous les jours. Manger de la viande à tous les jours, là, si on se parle entre nous, là, ça n'a aucun de bon sens parce que c'est pas de quoi qui est supposé être accessible. Puis déjà, faut que tu puisses apprêter la viande. Puis aujourd'hui, on est trop habitué d'aller à l'épicerie. Tout est déjà emballé devant nous. Tu fais juste prendre le paquet du bord, puis c'est fait, t'sais. Mais la réalité aussi de consommer, d'apprêter des légumes, apprêter de la viande, c'est pas du tout pareil. Puis il y a beaucoup de monde qui mangerait peut-être pas de viande si c'était juste de voir ou d'avoir à apprêter eux-mêmes la viande, tu sais. Fait que ça c'est de quoi d'important. Parce que là, juste pour donner des statistiques rapido, là, j'ai pas de chiffres précis, mais quand on parle de consommation de viande, on parle d'avoir à élever un animal sur des fois 2, 3, 4, 5 ans. 2-3 ans, je pense. Peut-être 2-3 ans, allons-y avec ça. Puis c'est toute la consommation d'eau puis de ressources végétales qu'il faut que tu donnes à manger à l'animal pour avoir au final un nombre de kilos de viande. Puis ça, ces ressources végétales-là, imagine si on sautait une étape puis on mangeait directement ce qu'on fait pousser comme légumes dans un champ qu'on récolte à l'année. On pourrait nourrir énormément plus de monde sur Terre. On éliminerait les problèmes de famine dans le monde. Mais parce que notre habitude, on aime ça manger de la viande, et j'aime ça moi-même, ça reste que juste de diminuer, ça a un énorme impact, t'sais. Là, je veux, c'est ça, je veux pas faire sentir le monde coupable parce que je me suis déjà senti coupable moi-même. Non, je pense pas qu'il faut commencer ça. Mais ça passe jamais par ça. Mais c'est d'inciter le monde à se dire, OK, est-ce que c'est sain ou c'est normal que je mange 3 repas par jour de la viande? Déjà, il y a de quoi peut-être améliorer à ce point-là. Tu sais, déjà, si on est capable de réduire à peut-être consommation de viande 4 fois par semaine,
4 repas par semaine, déjà, je pense que c'est un bon défi, mais ça a un impact monstre qui va annuler tous les impacts de, mettons, de réduire, de changer ses ampoules pour du LED plutôt que de l'incandescent ou de réduire sa consommation d'eau dans sa douche, tu sais. Souvent, il y a des misconceptions par rapport à l'impact de ce qu'on fait d'un point de vue environnemental versus l'impact de sa consommation de viande personnelle. Fait que ça, c'est de quoi réfléchir, à discuter peut-être avec vos amis ou avec votre entourage pour voir c'est quoi votre perception, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est un sujet tabou. Le monde n'aime pas ça, se faire dire ta consommation de viande, c'est tellement propre à chacun, puis on aime tout ça, manger de la viande, ça fait partie de nous, mais est-ce qu'on l'apprécie pas plus, manger de la viande, si on en mange moins souvent? Ça, là, c'est quelque chose... Tu sais, je donne un petit exemple. Si tu manges la même sorte de céréales tous les jours de ta vie, t'as bien beau aimer les Fruit Loops, là, mais tes Fruit Loops, là, à en manger 7 jours sur 7, là, tu vas te tanner un peu. Ben, c'est un beau parallèle, je pense, avec la consommation de viande. Tu sais, si tu en manges une fois dans la semaine, ben, la fois que tu en manges, tu te gâtes une belle pièce de viande, acheter local peut-être, bio, puis tu l'apprécies beaucoup plus, tant que tu n'as pas raté ta cuisson. C'est ça, c'est sûr. Effectivement. Erwan, toi, est-ce que tu aurais des idées de choses qu'on pourrait faire? C'est pas obligé d'être individuel, ça peut être en tant que société aussi, parce que je pense que, tu sais, l'un va avec l'autre, là. Il va y avoir des gestes individuels à faire au niveau de vos habitudes, mais il y a définitivement beaucoup de choses qu'il va falloir faire au niveau des gouvernements, au niveau des industries. Je pense que le plus important, c'est d'en parler autour de soi, sensibiliser les gens et juste en discuter. Ça peut donner des conversations intéressantes, juste comme ça, sur le bord d'un comptoir de bar ou n'importe. À Noël? À Noël, par exemple. Est-ce qu'on se lance là-dessus à Noël? Là est la question. Ça peut faire des frictions. Ça, c'est toujours... ça dépend de ton approche, hein, tu sais. Il faut apprendre à gérer notre approche avec les autres. Moi personnellement, des fois, j'ai eu tendance à vouloir un peu aller à l'agressif. Pas l'agressif, mais tu sais, j'ai voulu confronter le monde avec avec leur consommation, en leur mettant des fois des chiffres d'en face, mais c'est pas la bonne approche, parce que tu risques juste de créer un ressentiment de ces personnes-là envers ceux qui sont végés ou ceux qui sont pro cruauté animale. Fait que tu sais, c'est pas la bonne approche. Il faut y aller, tant qu'à moi, puis je pense que c'est ça qui fait le plus de sens, il faut y aller comme... il faut flatter le monde dans le sens du poil. Fait que tu sais, il faut faire preuve de tact, mais tu sais, c'est important d'en parler, dire que c'est important pour toi, puis dire... T'as pas à faire un changement drastique. Commence à essayer là, de mettre des bins, des pois chiches, à remplacer certaines choses, certains aliments comme de viande par un aliment végétal. Puis les fèves, tout ce qui est haricots, fèves germées, c'est des aliments qu'on néglige puis qui sont très protéinés puis qui ont été utilisés comme beaucoup par plein d'autres cultures. Moi, je pense à de l'Indien. Souvent, c'est qu'on sait pas comment bien apprêter des aliments protéinés. Mais même au Québec puis au Canada, pendant longtemps, je veux dire, les bins, là, les fameuses bins, je veux dire, c'est des haricots. Puis le Canada, c'est un des plus grands producteurs de haricots puis de pois chiches au monde, là. Mais tout ça, c'est exporté parce que nous autres, on les mange pas, fait que c'est tout exporté ailleurs. Fait que, tu sais, si on commençait à en manger plus, ce serait produit assez localement, là. Puis deux, je veux dire, c'est l'impact environnemental est moindre, puis le coût aussi. Mon Dieu, que ça coûte cher, la viande à l'épicerie, ça n'a pas de sens. Fait que c'est vraiment une super... Réduire sa consommation de viande, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour ton portefeuille, c'est bon pour ta santé. Il y a comme juste des avantages. Puis sinon, ben écoutez, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez positif dans l'ensemble, là, parce que je sais que la lutte contre les changements climatiques, ça peut paraître vraiment gros, là. Ouais, ben ça paraît... En tout cas... Je pense que ça paraît gros pour beaucoup de gens, justement, mais je pense que ça paraît gros parce qu'il y a peut-être un manque d'information aussi. J'ai l'impression que l'information est véhiculée de manière parfois un petit peu, j'ai l'impression dramatique, surtout par les médias. Je suis pas en train de dire que la situation n'est pas dramatique. Elle l'est quand même. Puis là, on le voit avec, je pense à tous les feux de forêt, les c'est ça. tornades. Je pense qu'on le voit un peu tous. Et qu'on travaille dans des domaines qui sont proches justement de la biologie, de l'environnement, on le réalise un peu plus, forcément. Mais en dehors du drame,
justement, je pense que comme tu as dit, ce soir, je pense qu'on a fait quelque chose d'intéressant. Tu sais, on a amené, oui, des problématiques, mais également, tu sais, je sais pas, des idées de solutions. Les solutions, il y en a un peu, tu sais, il y en a un peu à tous les niveaux. Donc, tu sais, comme Erwan disait, juste d'en discuter. D'en discuter puis d'amener de l'information sur la table. Rendre le sujet moins tabou, rendre le sujet plus commun, tu sais. Continuer à créer l'éveil puis la curiosité au niveau de l'environnement chez les gens, je pense que c'est quelque chose d'important. Il va falloir se rassembler de toute façon sur ce sujet-là. Il va falloir qu'il y ait consensus. Puis pour se rassembler aussi, pas juste les jeunes, là, toutes les Ouais, générations idéalement. Là. Puis oui, le plus important, c'est de toujours rester ouvert d'esprit et de pas se fermer parce que on entend le pro anti-viande, anti-tout, ou faire la morale sur des réseaux sociaux. Parce que souvent, les gens qu'on entend le plus sont souvent peut-être pas les gens les plus glorieux, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est souvent, c'est quoi? C'est ceux qui crient le plus fort qu'on entend, ben, tu sais, qu'on se rappelle, mais au final, tu sais, des fois, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui posent déjà des changements chez eux, mais eux qui en parlent pas trop, tu sais, des fois, ils sont plus réservés. Puis ça, c'est important d'encourager. Ben, tu sais, c'est pas de forcer ces personnes-là à parler, mais c'est d'être fier aussi des changements qu'ils font pour eux-mêmes, puis qui peuvent avoir un impact sur les autres. Puis, tu sais, ce que je trouve le fun aussi en ce moment, c'est, tu sais, non, c'est pas... non, c'est sûr, on n'est pas sur la meilleure lancée. Ben, tu sais, on a encore beaucoup de place à l'amélioration, mais un bon exemple de la place d'environnement actuellement, c'est déjà le fait d'avoir vu qu'aux élections municipales, on en a parlé quand même beaucoup. Ça fait partie du discours. Là, je dis pas que on n'a pas encore de plan concret de qu'est-ce qui va être fait. Puis ça, c'est important qu'il y en ait. Mais déjà qu'on en parle, on voit qu'on en parle de plus en plus, tu sais, en politique, pas juste municipal, mais tu sais, provincial, puis fédéral. Fait que tu sais, ça prend de plus en plus de place, mais est-ce que on pose assez d'actions pour un peu avoir des changements drastiques pour améliorer la situation d'un point de vue d'ensemble? Mais justement, je pense que quand on parle en fait de motivation, ça vient aussi justement du fait, puis quand tu parles d'ouverture d'esprit, Erwan, ce que je trouve intéressant, c'est que autant de l'ouverture d'esprit peut-être, donc du côté des gens qui sont peut-être un peu moins informés ou moins ouverts vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis peut-être d'une transition un peu plus vers le végétarisme, pas complète, mais tu sais, déjà diminuer la viande comme on en discutait, mais également une ouverture d'esprit aussi de la part des environnementalistes, de la part des gens qui sont sensibilisés à l'environnement envers le fait qu'il y a peut-être un clash aussi de génération, puis d'habitude, puis de culture avec certaines personnes. Être patient justement avec ces gens-là, puis il faut comprendre aussi que ce qui nous, je pense, nous motive, puis ce qui vient faire en sorte qu'on a comme vraiment le goût de se battre pour ça, puis de faire des actions, puis de changer des choses, puis de faire des efforts, c'est qu'on a trouvé des sujets en environnement qui nous parlent profondément, tu sais. Moi, c'est la bio. Par exemple, toi, Charles-Étienne, c'était quand on parlait de la viande. Erwan, on a tous nos sujets qui sont venus nous parler à un moment donné dans notre vie, qu'on s'est intéressé à l'environnement. Ben, moi, il y a eu beaucoup... Excuse-moi, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qui va être important, c'est que les gens qui sont moins informés, ben, au fil de discussion, au fil de choses, c'est peut-être moins de les attaquer, mais c'est de trouver un sujet que, hey, ça, tu me dis ça, puis on dirait que ça me parle un peu plus. Puis juste s'ils s'intéressent à ça, puis commencent à faire des efforts dans ce domaine-là de l'environnement, mais c'est déjà un pas de plus. Puis éventuellement, ce pas de plus va peut-être leur faire ouvrir les horizons sur l'environnement. Donc l'ouverture d'esprit, il va falloir que ça vienne des deux côtés. Parce que de toute façon, si on continue de juste se chicaner puis de se battre, ben ça marchera pas. Puis là-dessus, on peut dire le fameux proverbe « Seul, on va plus vite ». Mais ensemble, on va plus loin. Moi, c'est ça, j'aime ça faire le parallèle avec, tu sais, c'est comme un effet domino, tu sais, oui, chaque révolution, genre, part vraiment lentement, mais tu sais, une fois qu'il y a de quoi qui est en branle, genre, ça finit par changer rapidement, tu sais, c'est un peu comme, un peu une exponentielle pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques ou qui se rappellent de leur cours de maths. Ben, tu sais, c'est ça, c'est, au début, genre, tu sais, on peut le voir du point de vue de notre consommation, du point de vue de la consommation de viande ou du point de vue de la consommation de lait qui a changé drastiquement, mais des petits changements du petit bouche à oreille, tranquillement, va se multiplier, puis va faire en sorte que tranquillement, tu vas rejoindre beaucoup plus de monde, puis éventuellement, c'est ça, faire tomber toutes les tuiles de domino. Je me suis un peu écarté un peu, mais voilà. Non, c'est le principe de l'effet boule de neige. Exact. En général. Boule de neige, domino.
Fait que je pense que ça conclurait peut-être un petit peu notre discussion d'aujourd'hui. Vraiment, là, c'était super intéressant. Pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes rendus jusqu'à la fin, je serais curieuse que vous me disiez peut-être en commentaire, peut-être un geste ou une habitude là, que vous aimeriez changer cette année en 2022 là, pour améliorer votre impact sur l'environnement. Ben écoutez, sinon, aimez, partagez, abonnez-vous. Si l'accent des jeunes, ça vous intéresse pour vous impliquer, si vous avez une idée de sujet pour les balados, si vous voudriez participer à un balado, faites-nous signe aussi, on est super ouverts. Puis, écoutez, c'est pas mal ça. C'était vraiment le fun. Bravo. Ouais, Bravo, merci. tout le Je monde. pense qu'on a Merci, encore c'est du vraiment sujet pour parler dans un prochain podcast, qui sait. Puis, c'est ça, pour les intéressés, là, il y a tout plein d'autres podcasts. Là, tous les sujets qui peuvent vous intéresser, là, il y a pas d'idées qui sont mauvaises. Fait que, tu sais, impliquez-vous, c'est vraiment un beau véhicule. Puis, on est super accueillant. On n'est pas super méchant. ouvert à la discussion. Je dis ça sous toute réserve parce que ça peut changer, mais probablement que le sujet du prochain balado, ça va être le féminisme, qui est un autre très, très gros sujet. Là. Donc, restez à l'affût. Là, on va vous dire un peu c'est quoi bientôt. Ouais, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci.